du wagon, du jeudi soir. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Dodifray, qui est le fondateur de Little Market. Je vais le laisser se présenter un peu Little Market, comment il l'a lancé, où ils en sont, et ensuite je lui poserai des questions où tout le monde ici pourra lui poser des questions, voilà, et essayer de déstabiliser. C'est très bien. Parfait, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être parmi vous. Donc en effet, je suis le cofondateur de Little Market. Je m'appelle Nicolas Dodifray. J'ai mon parcours avant Little Market, en 2 mots, ça n'avait rien à voir avec le web ni avec l'internet, puisque j'étais consultant en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Bain & Compagnie, où j'ai travaillé pendant 7 ans au bureau de Paris et de San Francisco. À San Francisco, je me suis quand même un petit peu familiarisé avec la technologie, mais ceci étant dit, quand on s'est lancé donc avec mon associé qui s'appelle Nicolas aussi, Nicolas Cohen, et que j'avais rencontré quelques années auparavant, on connaissait tous les deux rien à Internet, parce que lui venait de l'industrie, il travaillait chez Alcan, et depuis on était colocataires dans notre jeunesse à Londres ensemble, et on discutait depuis 10 ans de créer notre société. Et quand la trentaine a commencé à se rapprocher, on s'est dit bon c'est maintenant ou jamais. Si on reste trop dans notre confort, dans nos boîtes respectives, on va jamais faire ce qu'on a toujours rêvé de faire. Et donc on a commencé à se voir hyper régulièrement pour chercher des idées d'entreprise à créer ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à créer en fait un hub sur Viadeo, où on a dit y a plein de gens en France qui ont des idées, mais qui ne savent pas trop comment les lancer, les manager. Et puis face à ça, il y a plein de gens qui n'ont pas d'idées, mais enfin, nous en l'occurrence, mais qui savent a priori gérer une boîte ou la lancer. Et donc on s'est dit on va essayer de créer des couples comme ça. Et grâce à ce hub, on a rencontré un jour un artisan qui s'appelait Igor, véridique, du sud-ouest de la France. Ça fait peur dit comme ça. Un artisan transylvanien. Ouais. Et donc il nous a dit ouais, j'ai vu votre truc sur Viadeo, ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'ai une boîte qui commence à bien marcher, je suis un créatif, je fais de l'art de la table en ardoise. Et il commençait à être distribué dans plein de boutiques à Paris, mais en fait il n'arrivait pas du tout à gérer son expansion, et il commençait à faire des conneries managériales. Et donc il nous a dit j'ai besoin de gens comme vous, rachetez ma boîte et embauchez-moi en tant que directeur artistique, parce que moi je veux créer, allez me vendre, je ne sais pas faire, je négocie mal, je me fais avoir. Bon. Et donc on a un peu discuté avec lui, on a fini par se dire qu'on n'allait pas forcément être hyper utile pour lui au jour le jour, mais en l'écoutant, on s'est rendu compte de ses problématiques, c'est-à-dire un créatif qui déteste se vendre, qui ne sait pas comment se vendre, et qui se fait souvent avoir quand il essaye de le faire. Et qui passe en plus beaucoup trop de temps et qui du coup est frustré parce qu'il ne peut pas créer. Et donc en l'écoutant, on s'est dit mais il y a un outil qui est extraordinaire, c'est Internet, parce que pour lui, il pourrait être dans son atelier, prendre des photos, les mettre en ligne et puis après il s'en occupe plus. Ouais. Donc on a commencé à lui demander mais pourquoi tu ne vends pas sur eBay ou Price Minister. Il a commencé à nous dire j'ai pas envie de mélanger mon travail artistique avec il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, mais des téléphones chinois et des perles en plastique, donc j'ai besoin de mon propre environnement. Et donc il nous a dit mais j'ai créé un site, ça m'a coûté super cher et j'ai jamais fait une vente dessus. Donc il était très très réticent à aller sur Internet. Et donc en écoutant ça, on s'est dit en fait il faudrait les rassembler ces gens-là sur un site un peu comme eBay et Price Minister, mais qui leur soit dédié. Et donc c'est comme ça que nous est venue l'idée originellement. En plus on aimait bien cette idée parce que on s'est dit on va pouvoir la tester, la lancer sans prendre non plus trop de risques. On n'a pas je sais pas quoi, à construire des entrepôts, des usines, parce que vraiment on envisageait de se lancer dans beaucoup de domaines différents. On voulait quand même vraiment un projet en plus qui ait une dimension un peu sociétale, où on allait avoir le sentiment qu'on servait à quelque chose et qu'on était finalement des agents positifs pour l'économie et la société. Et le projet nous a tout de suite beaucoup plu. On s'est dit on va le lancer très concrètement en gardant notre job, parce que a priori c'est le genre de projet qu'on peut lancer comme ça. Donc, en plus moi je venais d'avoir un enfant, je venais d'acheter un appartement.
j'étais pas complètement à l'aise pour me dire ok je balance tout Et puis on va voir comment ça va se passer. Ouais. Et donc on a sélectionné une agence, parce que bien sûr on n'avait aucune compétence en code et malheureusement le wagon n'existait pas à l'époque. Mais vous allez comprendre que ça nous a coûté assez cher en fait d'avoir aucune compétence en code. C'est vraiment un gros regret que j'ai et que j'espère peut-être corriger un jour. On a des places en juillet août. J'ai moins de temps maintenant, mais je reconnais le sens commercial. Et donc on a sélectionné une agence on était incapable de la challenger sur la partie technique de sa prestation, mais il nous semblait bien, ils avaient déjà fait des choses, et donc on a commencé à bosser avec eux sur un cahier des charges. On a perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, quasiment 6 mois, 1 an, avec un site à la fin qui ne nous plaisait absolument pas et qui nous semblait pas fonctionner, mais on n'était pas capable de rentrer dans le code pour expliquer pourquoi. Et là, j'ai du coup demandé à un pote, mon seul pote que je connaissais qui bossait un peu dans la technologie en France, et je lui ai dit, mais est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait regarder, parce que ça nous semble vraiment pas bien ce que l'agence a fait, mais on est incapable de les challenger et de leur expliquer pourquoi c'est pas bien. Et donc cette personne en question nous a dit ok, on lui a dit on te paye et puis tu regardes un week-end et tu nous dis ce que tu en penses. Il a audité le site du coup. Il a audité le site, il est revenu vers nous après son week-end d'audit en nous disant que c'était absolument catastrophique. Mais la bonne nouvelle c'est que ça lui a beaucoup plu. En revanche le concept, il a vraiment accroché. Et il a dit moi ce que je vous propose c'est vous m'associez au projet et je le redéveloppe. Je le redéveloppe à zéro. Vous me laissez 2 mois, je reviens dans 2 mois, parce que nous on était quand même vraiment frustrés, on avait payé et passé 1 an sur notre vieux site, et lui il nous disait il faut reprendre à zéro. Donc on lui a dit, et donc il a senti qu'on était un peu frustrés, et là c'est là qu'il a eu le courage et le cran de nous dire bah ok je comprends, vous me laissez 2 mois, et puis dans 2 mois vous comparez, si en revanche c'est moi que vous préférez, vous m'associe au projet. Si vous préférez l'autre solution, et bah, j'aurais perdu 2 mois. Donc on a bien aimé l'approche. Et il a bossé dans son coin ou vous avez bossé avec lui? Bah non, mais on lui avait transmis les cahiers des charges qu'on avait préparés. Ouais. Et puis au bout d'1 mois, on l'a associé. Parce que ça n'avait rien à voir. Donc d'où l'importance je pense, quand on lance une start-up internet, connaître un minimum ce qu'il y a derrière. Nous, en plus, le produit, c'est le cœur de notre stratégie. On fait pas du tout de marketing, on n'a pas besoin de compétences, d'achat, de mots-clés, tout ça. On a vraiment besoin de compétences pour développer notre produit, on s'est toujours appuyé que sur ça. Et donc ça a été pour nous un énorme coup de chance de tomber sur notre 3e associé qui s'appelle Loïc, et donc qui nous a développé tout le site. Ça c'était il y a 5 ans qu'on l'a lancé. À ce moment-là, on a toujours gardé notre job, mais on a commencé à entendre parler de Etsy aux États-Unis qui existait sur le même concept. Qui est énorme. Qui à l'époque avait déjà 3-4 ans d'expérience, et en fait on a entendu parler d'eux la première fois quand ils ont levé 30 millions d'euros, et donc on s'est dit ah bah tiens c'est plutôt bon signe sur le fait qu'il y a un marché. Vous êtes dit c'est plutôt bon signe ou vous êtes dit ah non, nous on s'est dit c'est plutôt bon signe, parce qu'au début quand on commençait à parler du projet, nos entourages nous disaient t'es sûr vendre du tricot et des bijoux faits main sur internet, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Et en fait on n'a plus du tout eu ces questions-là une fois que... Donc ça a été plutôt pour nous une chance, au moins au démarrage, pour après lever des fonds, tout ça. C'est un peu plus facile d'expliquer le concept et d'expliquer qu'il y a un marché quand dans un pays à côté qui est souvent un peu en avance, il y a des gens qui font déjà des gros chiffres. Donc voilà, le site on l'a lancé il y a 5 ans. Et du coup là, une petite infographie en gros, oui, je peux. En chiffres et en images. Déjà, le concept, on a plusieurs sites. Nous, notre vision, c'est vraiment d'aider les petits vendeurs locaux à développer leur activité sur internet en les connectant avec des acheteurs. Donc on est vraiment, on veut pas être un site de e-commerce traditionnel où on va pousser à la vente, on veut au contraire essayer d'établir des connexions entre les acheteurs et les vendeurs. On a énormément en fait développé les fonctions sociales du site, parce que donc ce qui nous importe c'est de réaliser ces connexions. Donc Little Market c'est autour du fait main, Little Mercerie c'est plus autour des fournitures pour créer, donc on échange des tutoriels, des choses comme ça, et Little Épicerie c'est autour du fait main, mais cette fois-ci des produits du terroir. Yes. Donc voilà, c'est à chaque fois orienté vers les petits vendeurs, et pour nous c'est très important pour nous qu'il y ait un fort esprit communautaire. On n'a pas envie de lancer des places de marché dans tous les domaines. On
veut vraiment des domaines où on va trouver des communautés de passionnés parce que justement c'est un élément essentiel pour nous, les connexions qui peuvent se faire entre l'acheteur et le vendeur au-delà juste de l'achat. Et donc en quelques chiffres aujourd'hui... Je te laisse le choix, là on va dire 5 chiffres, tu vois, genre, est-ce que vous avez levé, vous avez combien de salariés aujourd'hui? Alors on a on a le... chiffre sexy. Non, alors on a levé 2 millions d'euros, donc ça c'est pas particulièrement beaucoup par rapport à d'autres startups. Ouais. Désolé, je reviendrai la prochaine fois quand on... Non, mais en fait on est rentable aujourd'hui, on a 35 employés, donc on n'a pas le besoin, et puis on n'aime pas lever pour lever. Donc non, mais on est souvent démarché en fait pour lever des fonds, mais on veut d'abord être sûr qu'on va savoir dépenser l'argent intelligemment, et quand on ne fait pas de marketing sur le web, finalement, il n'y a pas tant de dépenses que ça à faire. Alors après, il y a l'international qu'on commence, donc ça par exemple, ça pourrait légitimer une grosse levée de fonds. Mais donc on a levé 2 millions d'euros, on est 35 employés, on est rentable, on vend à peu près 6 000 commandes par jour, pour donner un ordre de grandeur. On a 2 millions de produits en vente, on a 90 000 vendeurs, et on a 1 million d'acheteurs. Voilà. Ça, c'est des beaux chiffres. Je pense que... On dirait qu'on finit un match de tennis. Ah ouais. Alors c'est bon, là, j'ai bien répondu en fait, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question? Une question par rapport à ça, vous rémunérez de quelle manière? Oui, notre modèle économique, on l'a voulu très simple dès le début. En fait, en écoutant, on a vraiment construit le site et le modèle économique en écoutant ce Igor, mais aussi les premiers créateurs qu'on a voulu rencontrer. Et ils nous racontaient tous les mêmes histoires. Je me suis fait avoir par je sais pas qui m'a vendu un site internet à 15 000 € et j'ai jamais fait une vente. On a investi aussi beaucoup dans des moteurs de recommandation pour essayer de comprendre ce que recherchent les gens, parce que les goûts sont très différents. Et donc voilà, c'est un énorme enjeu pour nous dans les mois qui viennent, et un énorme levier d'amélioration pour les années qui viennent. Comment vous avez géré l'acquisition client, la montée en gamme de l'acquisition client et de l'acquisition utilisateur? Parce que c'est une place de marché, donc c'est un peu la ouais. Et puis c'est vrai qu'il faut réussir un peu les deux en même temps, parce que si on n'a que des vendeurs, c'est un peu... on a du mal à... Non, mais en fait, déjà comme il y a un esprit communautaire très fort, par exemple, on a créé des familles sur le site, des groupes régionaux, on a des présidents de régions dans toutes les régions de France. Donc, il y a énormément d'activités déjà hors vente. Donc au début, les vendeurs, même s'il y avait peut-être moins d'acheteurs qu'aujourd'hui il y en a, même s'ils vendaient pas énormément, ils échangeaient beaucoup, ils partageaient beaucoup, ils apprenaient beaucoup sur la plateforme, donc ils venaient quand même énormément. Donc je pense que c'est un peu comme ça qu'on a réussi à faire attendre les vendeurs pour qu'il y ait l'offre, qu'il y ait la demande qui arrive, sans qu'ils soient trop frustrés. Mais on n'a pas eu de technique particulière, si ce n'est que nous on investit que sur deux choses, la communauté et le référencement naturel. On n'a jamais fait de pub ou de AdWords, parce qu'on estime que c'est pas là qu'on est fort et c'est pas là qu'on a des avantages compétitifs en tant que place de marché. Et c'est quoi les bons conseils que tu donnerais par exemple justement pour développer une communauté? Enfin, ça a l'air bête comme question, mais concrètement, quels outils tu utiliserais? Tu serais plus dans du en ligne, dans de l'événementiel? Parce que typiquement, il y a plein de communautés qui se créent en ligne, qui existent en ligne, mais qui organisent des événements très souvent. En fait, nous, je pense que l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on connaissait rien à Internet. Donc, on n'a pas du tout eu les réflexes. Je pense que des gens qui auraient eu une très bonne connaissance d'Internet, ils seraient arrivés là-dessus, ils auraient dit, on va faire du AdWords, on va faire... Et nous, en fait, on n'avait pas de temps parce qu'on travaillait à côté, on connaissait rien à Internet. Et donc, on a été obligé, en fait, de dire à notre communauté, c'est votre site, notre modèle économique, on l'a construit pour vous, donc c'est à vous de le développer. Et donc, par exemple, notre page fan, elle a été ouverte par... on avait une responsable dans la communauté qui s'occupait de notre page fan, de notre page MySpace. Donc on les a associés au projet, on a vraiment presque considéré qu'ils faisaient partie de l'équipe. Et je me rappelle, on a fait ça tout de suite, au bout de 2-3 mois, on devait avoir une centaine de vendeurs. Et donc on leur envoyait un mail un soir en disant ça a l'air de vous plaire, le site, les fonctionnalités qu'on développe pour vous. Maintenant, sachez que nous, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est votre site. Est-ce que ça vous dit de participer à la construction de ce site? Et elles ont quasiment toutes dit OK, on y va. Je dis elles parce qu'on a 98% de femmes parmi nos vendeurs.
Et donc elles se sont organisées entre elles. Ouais, 98, ouais, c'est un vrai chiffre. Un peu moins, mais c'est 80, non c'est 80, allez je dirais plus de 90 je pense, de femmes, 90%. Ouais. Ok. Ouais. Et donc je pense que pour créer une communauté, il faut pas que ça soit fait dans une logique justement, enfin il faut pas se dire tiens, il faut que je crée une communauté. Faut se dire tiens, mais faut vraiment être préoccupé, et nous c'était notre cas, on les passait énormément, comme on connaissait rien à internet, on les écoutait énormément et on construisait le site pour eux, et je pense que ça c'est ça qui est la clé, c'est qu'ils sentent pas qu'il y a un community manager qui est recruté pour animer la page Facebook. Non, c'est le site on construit pour vous, vous êtes avec nous, on est sur le même bateau, et qui sentent qu'ils font partie de l'entreprise, quoi. Et à tel point que nos premiers créateurs, quand ils allaient sur des salons les week-ends, ils payaient eux-mêmes des t-shirts Little Market, ils imprimaient eux-mêmes des flyers Little Market qu'ils allaient distribuer sur les marchés pour nous faire connaître. Donc et je pense que ça se fait que s'ils sentent que derrière c'est vraiment genuine, comme ils disent. Donc c'est la qualité du produit en fait qui fait que les gens ont envie de l'évangéliser. Et je pense la qualité de la relation qu'ils vont pouvoir sentir avec l'équipe, quoi. Ouais. Sentir que c'est pas des gens qui sont là pour faire du fric, et que non, c'est des gens qui sont là pour les. Et du coup, par exemple, moi c'est des histoires dans lesquelles tu imagines très bien des événements réels, quoi. Enfin, tu fais on faisait beaucoup d'événements. Ouais. Pour aller en province, pour avoir des entités dans ta gauche qui organisent des événements concrets, parce qu'il y a un côté très concret derrière ce que vous faites et tout. Ouais. Ça, vous en avez fait beaucoup au début? Oui, on en fait beaucoup, on en fait toujours beaucoup. Par exemple, tous les ans, on organise les journées du fait main, partout en France. On a 200 ou 300 événements partout en France autour du fait main. Donc ça peut être des marchés, des expos qui sont organisés par nos créateurs. Et nous, on fournit un soutien financier. Et puis on essaie aussi de se déplacer, mais bien sûr pas sur les 300 parce que c'est sur 2 jours. Mais donc on fait énormément de. Est-ce que justement le côté IRL, enfin le côté événement en dur, ça, quand tu regardes par rapport à ce que ça crée comme est-ce que c'est vraiment, tu as l'importance que tu mettrais, que tu accorderais à l'événement en dur, quoi, au truc qui se crée? Oui, je pense que c'est décisif au début, décisif surtout dans une communauté comme la nôtre où c'était pas une communauté qui est très portée, qui avait peut-être presque plutôt peur de l'internet. Après, j'imagine que dans des communautés ultra technophiles, c'est pas forcément aussi utile, mais non, ça a été très très important pour notre communauté de sentir que on était présent dans la vraie vie et qu'on justement on n'était pas un site avec des gens qui sont je ne sais où et qui sont là pour essayer de créer une fausse communauté. Non, on faisait partie de la communauté nous-mêmes. Et ça, ils le sentaient et c'était très important pour eux. Est-ce que vous êtes à l'international aujourd'hui? Oui, en Italie. Comment vous avez géré ce pont? Comment on l'a géré? En fait, on essaie de faire la même chose que ce qu'on a fait en France. Par exemple, Etsy, notre concurrent, bien sûr, il est à l'international. Eux, ils ont une approche vraiment de construire une plateforme globale où finalement le rêve, c'est le Français qui achète une création à Brooklyn et puis l'Américain qui va acheter une création en Finlande. Donc c'est vraiment eux leur modèle. Et nous, notre modèle, il est en fait un peu opposé ou en tout cas complémentaire. Mais nous, on veut vraiment en fait plutôt que vous achetiez une création à l'autre bout du monde, on veut que vous l'achetiez à votre voisin. Et donc la première décision qu'on a prise en termes de développement international, c'est de faire des développements locaux. On aurait pu se dire on va lancer l'Italie avec les produits français, au moins au début. Et c'est pas la décision qu'on a prise, on a décidé de redémarrer à zéro. Et donc on doit reconstruire la communauté à partir de zéro, aller chercher d'abord les vendeurs pour qu'il y ait une offre sur le site, puis après faire comme en France, l'animer pour que les acheteurs commencent à arriver. Donc là, voilà. Donc ça c'était la première décision. Redémarrer de zéro pour vraiment essayer de construire cette communauté localement où on va connecter les Italiens entre eux. Ça ne nous intéresse pas particulièrement de vendre des produits français en Italie ou des produits italiens en France. Ce qui nous intéresse, c'est la connexion. C'est parce qu'on veut connecter les gens et qu'il y ait une connexion humaine qui se crée. On pense qu'avec la barrière de la langue, tout ça, c'est moins facile. C'est une raison business aussi derrière ou en termes de business model, parce que c'est vrai que c'est des business, un truc comme Etsy, tu as tendance à dire que c'est Autobus, que tu dois marcher partout, mais en fait, tu réalises que c'est quand même relativement local comme business. Effectivement, ça arrive hyper souvent d'acheter un tableau à un mec qui a Brooklyn. Il y a une catégorie de la population qui en effet, je pense que moi, c'est un segment qui est limité.
ces achats transfrontaliers. Mais je pense que si on voulait, enfin, pour des raisons de business, à la limite, il faudrait sans doute mieux commencer en se disant, bah tiens, je vais commencer avec une offre. Hein. Tout à l'heure, on posait la question de comment on fait au démarrage, quand on démarre un site, une place de marché, bah, il n'y a ni offre, ni demande. Donc c'est assez compliqué. Donc, bah, si on avait pu commencer avec une offre, ça nous aurait sans doute aidé. Donc c'est pas du tout une décision de business, que sinon on aurait sans doute au moins au début mis tous les produits français en disant regardez c'est super, on a plein de super produits. Mais non, on veut vraiment que les gens sentent aussi que bah, voilà, c'est Little Market en Italie, c'est un site italien. D'accord. C'est le positionnement de stratégie qui est de promener quand le positionnement. Bah c'est parce que nous, notre vision, c'est vraiment d'aider les gens et de les connecter ensemble. C'est Little Market du coup, Little Market. C'est un petit marché. Ouais, on veut vraiment que les gens ressentent ça et bon bah forcément. Parce que c'est une sorte d'anti-web. Enfin, parce que tu es sur Internet et quelque part tu fais de l'anti-Internet en disant bah il y a des frontières quoi. On considère que c'est assez marrant. Quel est au niveau mobile et desktop? Est-ce que vous voyez vraiment une. Enfin, je ne sais pas si vous avez une app aujourd'hui. Que je vous invite à télécharger. Seulement sur iPhone. La répartition justement aujourd'hui de l'utilisation 70% desktop, 30% mobile. Mais ça croît très très vite le mobile. Je pense que le mobile sera dominant dans un an en termes de trafic. Mais en termes de chiffre d'affaires, ça va un peu moins vite. Intéressant. Ouais. J'ai une question en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la première agence que vous avez développée le site? Vous n'étiez pas satisfait, c'était quoi le problème? De problème. Ouais, non mais ouais. Il n'y a pas de nom, ça peut y aller. Non, mais problème de choix technologique qu'on n'a pas pu challenger parce qu'on ne connaissait pas. Donc ils ont développé sous WordPress qui. Je pense pour un site de e-commerce. Et là tout le monde se marre. Voilà, une bonne place de geek. Et donc problème de choix technologique, problème de qualité de la personne qui a développé le site pour nous, qui ne savait pas, je pense, développer un site de e-commerce. Voilà. Est-ce que vous avez, même si c'est difficile à traquer, des ventes qui se font hors vos sites par du contact qui se fait entre le vendeur et le vendeur? Sûrement, mais c'est vrai que c'est difficile à traquer. Après, on prend une commission qui est quand même assez faible, qui permet d'éviter ce genre de choses. Enfin, voilà. Je pense que si on prenait une commission de 40%, les gens seraient sans doute assez incentivés à essayer de faire. Inversement, pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous mettez des contrôles dans les échanges? Non. Non. Pour l'instant, non. Vous faites de l'A/B testing justement sur le pourcentage de commission? Non. On n'a pas fait d'A/B testing là-dessus. On fait beaucoup d'A/B testing en général, mais on n'a pas testé d'autres modèles de commission. Et du coup, c'est qui vos employeurs sont, c'est qui c'est quel genre de poste? Parce que vous ne faites pas vraiment de com. Bah, on a la moitié, c'est du équipe technique. Ouais. Et c'était quoi, 35? Non, c'était ouais. 35. Ouais. C'est une grosse équipe technique. Ouais. Ça s'occupe de quoi lui? Bah de tout quoi. Enfin non, mais sauf par exemple de l'hébergement, de ce genre de choses. Mais oui, on investit beaucoup sur le produit, on fait beaucoup évoluer nos sites. Déjà on a 3 sites. Et la taille de votre équipe qui s'occupe de la communauté? Bah c'est, allez, donc la moitié c'est très, technique, mais là-dedans je mets aussi le SEO, des choses comme ça. Après on a 15%, donc il reste 50% et on a 25% que nous, en fait nous on n'a pas vraiment de service client. On appelle ça bien-être et loyauté. Donc la partie communauté c'est 25% et après il y a le dernier 25% qui est com, et on commence à construire une équipe marketing justement pour essayer de mieux présenter l'offre qu'on a. Parce que je pense qu'il y a des gros progrès à faire là-dessus. Cool. Juste une seconde sur la structure des communautés. En fait, vous avez élu en fait une sorte de président de communauté de la région. Ouais. Il a quel statut? C'est quoi? C'est vraiment un utilisateur en fait qui sera. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Est-ce qu'il peut, je sais pas, modérer par exemple? Il peut envoyer par exemple des mails à tous les membres de sa région pour dire, parce qu'en fait, par exemple, on s'appuie beaucoup sur eux pour les journées du féminin. Donc, on leur dit, centralisez toutes les demandes que vous avez, tous les événements qu'il y a dans votre région, proposez aux membres de votre région des événements. Donc voilà. Mais c'est bénévole, c'est. C'est bénévole. Ouais. Alors c'est lui qui s'est proposé ou c'est quelqu'un que vous avez sélectionné selon certains critères? Non, c'est lui qui s'est proposé. Ouais. D'accord. Et si vous avez plusieurs candidats, par exemple, est-ce que vous avez Il y a une élection. D'accord. Ils sont faits Il y a une élection. par les... Ouais. Qui
sont faits Par les membres de la région. D'accord. Une élection physique ou une élection en ligne? Non, non, en ligne. On fait beaucoup de choses en physique, mais pas les élections. Est-ce qu'un site comme Le Bon Coin est un peu concurrent? Pas vraiment, non, je pense pas. Enfin, non, franchement, je pense pas. Je pense que j'ai jamais vu un de nos vendeurs vendre sur Le Bon Coin. Et les acheteurs qui viennent chez nous, je pense qu'ils vont sûrement acheter des trucs sur Le Bon Coin, mais ils viennent pas pour les mêmes raisons. Donc j'ai envie de dire, ni côté vendeur, ni côté acheteur, je vois ça comme un concurrent. Et pourquoi 98% de femmes? Bah, vous n'avez pas un axe de développement du coup? Non, je sais pas. Ouais, non, je sais pas, mais je pense que il y a plus de créatrices que de créateurs en France. Ce n'est pas une marque, ouais. Et après, c'est peut-être aussi. Focus sur les bijoux. Bah, ça a été involontaire en tout cas, mais ça s'est fait comme ça. Et est-ce que Igor a fait un gros chiffre d'affaires depuis Pas énorme. Non, en fait, il faut reconnaître que ce qui se vend le plus facilement, c'est les choses qui s'expédient facilement par la poste. Donc on a des catégories art, on a un de nos meilleurs vendeurs, ils vendent des tables basses industrielles, donc bon, c'est l'exception qui confirme la règle, mais bon, généralement ce qui se vend le plus facilement, c'est ce qui s'expédie facilement par la poste. Et donc l'art de la table en ardoise un peu fragile, c'est pas l'idéal. On les laisse gérer ça, on leur donne des conseils, hein. On les conseille beaucoup, on fait beaucoup de coaching. Notre équipe communautaire. C'était quoi notre équipe communautaire? Bien-être Bien-être et loyauté, ouais, ils font beaucoup de coaching parce que c'est pas des businessmen. Et donc, voilà. Et puis encore moins sur Internet. Donc, le coaching par exemple sur les photos addiction. Oui, les photos, on leur fait beaucoup de tutoriels, on fait on a des programmes de formation aussi, physique, où on va leur apprendre à faire des photos, on va leur apprendre à bien écrire un texte pour le référencement naturel, on va leur apprendre à bien gérer leur Customer Relations, leur CRM. Tu peux parler anglais? Ouais, non, je sais pas si on a... Est-ce que Dawanda, qui est un gros ouais, concurrent, il me semble, allemand, est arrivé à peu près au même moment Dawanda, ils ont commencé un peu avant en Allemagne, enfin même, je sais pas, 2-3 ans avant nous. Ils sont essentiellement, enfin, ils ont un positionnement très proche en fait de celui d'Etsy, donc finalement un peu différent du nôtre. Et puis en plus nous, comme je vous ai dit, on a plusieurs plateformes. Donc ça, par exemple, là on parle beaucoup de Little Market, mais nos autres plateformes commencent à être assez importantes. Mais ça fera l'objet d'un prochain truc. Ouais. Mais donc Nicolas de Diffray, cofondateur de Little Épicerie. Non mais bon, c'est un axe de développement important pour nous. Mais donc Dawanda, ils sont très forts en Allemagne. Ils ont essayé de. C'est la dernière question, je précise. Ouais. Ils ont essayé de s'étendre en France. Ils avaient recruté une grosse équipe il y a 2 ans, mais ils ont fermé leur bureau depuis, donc ils sont moins présents en France. Bah, je pense que ça devait pas très bien marcher. Ah, donc vous avez écrasé quoi? Non. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'ils avaient 15 personnes en France et qu'ils n'ont plus personne. Parti. Et je sais que, oui, je connais les statistiques de trafic, et oui, je crois qu'on est plus gros en France. Non, mais on les aime bien aussi. Enfin, finalement, aujourd'hui, quand même, le plus gros enjeu, c'est d'évangéliser le marché. Donc on n'est pas là, enfin moi je suis pas là à me dire Dawanda, Etsy, il faut qu'on les... Non. Mon objectif, c'est que les gens, les réflexes se fait main. Et pour ça, il faut aussi qu'on travaille beaucoup sur le merchandising de nos sites pour faire envie. Parce que c'est pas encore aujourd'hui un réflexe, alors que je pense que ça peut être un marché énorme. Et en tout cas, faire avec le slip français, avec le colis.com, on en parlera. Bon, on remercie tous Nicolas pour cette présentation. Merci à vous. Merci. Du coup, les questions peuvent continuer autour d'un verre, tout ça, donc ce sera toujours des questions, mais plus cool autour d'un verre. Voilà. Parfait. Avec plaisir. Merci beaucoup.